Bonjour, moi je m'appelle Karl Lambert, je suis officier au sein du CIAMU Bruxelles et on m'a demandé de vous présenter la commission qu'on a fait pour le cas de Beringen. Donc, je vais essayer de vous parcourir ce qui s'est passé à Beringen. C'est clair que c'était une drame. C'est relativement tard qu'on vient chez vous avec nos conclusions, ce qu'on a appris et nos recommandations. C'était un choix. Donc le rapport de la commission d'apprentissage a été présenté au ministère de l'Intérieur qui l'avait commandé fin 2019. Comment ça se fait alors que c'est que maintenant que je vous présente les résultats? Maintenant, Beringen, c'est un cas un peu dramatique. Il y a 2 morts, un grièvement blessé. Ce n'est pas vraiment le sujet que je veux partager via ce médium. Je ne pense pas qu'un tel médium est idéal. Moi, j'aurais préféré, comme mes collègues, donner plusieurs séances partout dans le pays. C'était en fait ce qui était planifié avant Covid. On avait des dates, on allait visiter chaque province dans le pays pour expliquer ce qui s'était passé. Mais le Covid a décidé autre chose et pendant le début de la phase Covid, on avait attendu peut-être d'ici quelques mois, on peut replanifier ce qu'on a fait en juin. On avait replanifié, mais ensuite ça n'allait pas et maintenant le Covid reprend de l'ampleur. Donc on a pris la décision de le faire quand même par la voie digitale. Ce n'est pas notre premier choix parce qu'on voudrait avoir plus d'interactions, voir les réactions des gens. Peut-être il y a des gens qui sont impliqués dans l'histoire, qui ont des émotions à gérer. Et c'est beaucoup plus facile si on a un auditoire devant nous avec des gens et on peut partir en dialogue. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Ça sera via ce format et je vais essayer de faire de mon mieux pour vous partager ce qu'on a appris. Le contenu de cette présentation, on va parler de l'approche de la commission d'apprentissage. On va discuter le bâtiment ou les bâtiments dans lesquels les phénomènes se sont produits. On va discuter le comportement du feu, le déroulement de l'intervention, donc qu'est-ce que les pompiers ont fait, et on va finir par les recommandations. Donc, la commission d'apprentissage, c'est qui ceux-là? Quand on regarde, c'est qui ceux-là? Il y a Christian Rispelt, c'est le commandant de zone de Midwest, une zone dans ma province, la Flandre occidentale. Il est aussi prof à l'université de Gand, où il enseigne un cours. Il y a moi-même, moi je suis major au CIAMU, mais je suis aussi sergent volontaire chez les pompiers de Oostkamp, dans la zone 1, où j'habite. Et moi aussi, je suis partiellement prof à l'université de Gand. Et ensuite, il y avait le professeur Merci, qui est le prof qui coordonne tout ce qui est Fire Safety Engineering à l'université de Gand. Et en fait, c'est l'UNIF qui a réagi à une demande du ministère de l'Intérieur qui a lancé en fait l'étude. Et avec l'université, on a composé un team pour faire cette étude. Maintenant, on n'a pas fait ça tout seul. On a eu une sorte de commission qui nous encadre, qui nous donne des idées. Il y avait plusieurs personnes dedans. Il y avait Peter Maas, qui est aussi pompier à Bruxelles, qui est le gars qui, surtout en Flandre, mais partiellement aussi en Wallonie, qui a démarré le projet de sauvetage de sauveteurs. Et sa connaissance était intéressante pour aider à analyser le projet. Il y a Manu Belair, que certains d'entre vous certainement connaissent. C'est un major de Liège et c'était notre contact avec vous, les francophones. Donc on a contacté la fédération francophone pour demander s'ils étaient d'accord que Manu représentait les francophones parce qu'on veut que tout le pays puisse apprendre, puisse améliorer, puisse surtout éviter que les événements de Bering se reproduisent. Ensuite, il y avait Bart Gillen, qui est sergent à Anvers, mais qui est aussi pompier volontaire dans le Limbourg.
qui est quelqu'un qui est quand même un point fort. Ensuite, il y a Frank Tullen qui travaille au plot, qui était un collègue de Chris, mais qui est aussi officier dans une des zones limbourgeois. Et il y a Jan Jolissen, qui est un des commandants de zone au Limbourg, qui est aussi un homme fort, qui a fait beaucoup pour les pompiers, qui est respecté partout. Ensuite, on s'est rendu compte, on le savait, que c'était la première fois qu'on faisait une analyse pareille en Belgique. Si on regarde les Pays-Bas, ceux-là, ils ont commencé dans les années 80, donc ils ont 30, 40 ans d'avance par rapport à nous. Donc on leur a demandé de nous aider, ils nous ont envoyé 2 gars qui nous ont donné des conseils, qui ont donné du feedback. Et ça a été très bien, quoi, d'avoir le soutien des gens qui ont déjà fait des enquêtes pareilles. Pour finir, il y avait Bert Bruggemans, c'est le commandant d'Anvers. C'est un peu lui qui a poussé pour que l'enquête aurait lieu, pour apprendre de ce qui s'est passé. Et ces gens-là, ils ont donné des idées, qu'on a écrit des choses, ils donnaient des feedbacks, ils posaient des questions. Ils nous ont aidés beaucoup pour faire avancer et pour arriver à ce résultat qu'on a maintenant. Maintenant, comment avons-nous travaillé? La première étape consistait de récolter des données objectives. On sait tous, vous savez tous, que l'être humain n'est pas parfait et nos témoignages ne sont pas à 100% accurats. Ce qu'on a vécu, pour le reconstruire, souvent ça se mêle avec des choses qui sont passées plus tard. Donc nous avions voulu commencer par des choses qui sont fixes. Par exemple, des images vidéo et des photos. Ceux-là, ils donnent une image objective de ce point de vue à ce moment dans le temps. Ensuite, des communications radio enregistrées. Les heures de départ et arrivée des véhicules. On a été visiter les bâtiments par après, l'état des lieux. C'était une visite relativement longue. Par exemple, on a commencé ici, côté façade A, et il y avait un officier de Zuidwest-Limburg qui nous a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite, on a continué, on a visité la façade D et ensuite la façade C. Et dans le coin du façade C et D, on avait des questions, on se rendait compte, comment ça s'est passé ici? Et on faisait des réflexions vis-à-vis de la façade A et on est revenu à la façade A pour y regarder et corriger nos hypothèses. Ça a pris du temps. Un temps que les intervenants à l'époque n'avaient pas. Donc, dans ces bâtiments, il y a eu 3 feux préalables. On a lu ces rapports. On a vu quels étaient les dégâts des premiers feux et quels étaient les dégâts du feu qui a tué nos 2 collègues. On a reçu les plans des bâtiments, des différentes transformations et on a commencé à étudier. Ensuite, on a reçu, ce qui était hyper important, c'est les images des caméras thermiques. Et ensuite, les données des bodyguards. Donc, ça nous a permis de former un premier image, une première hypothèse. En fait, on avait déjà une hypothèse qu'on arrivait à Beringen pour la première fois pour visiter les lieux. Et c'est les caméras thermiques qui nous ont permis de dire oh, laisse tomber, c'est pas ça, on va faire autre chose, c'est pas la bonne hypothèse. Ensuite, dans une deuxième étape, on a commencé à faire des interviews. On réalise très bien que la première étape nous a donné des faits objectifs et ça explique qu'est-ce qui s'est passé, mais pas forcément le pourquoi. Pourquoi les pompiers ont décidé de faire action un tel ou autre chose, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est aussi important. Et on a commencé par l'équipe Alpha, les gens qui étaient le plus éloignés du danger, leur chef et l'équipe même. On leur a posé des questions, ils ont répondu, on a eu une bonne conversation et ça nous a permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils avaient fait et pourquoi. Ça nous a permis de changer nos idées et de remplir les trous qu'on avait dans notre histoire et nos hypothèses. Entre l'interview de l'équipe de la façade A et celle de la façade D, il y avait quand même 1 ou 2 semaines, durant lesquelles on a discuté entre nous
pour corriger nos vues et pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc ensuite, on a interviewé les gars de la façade Delta. Ensuite, encore une semaine, et là, on a eu les survivants de l'équipe de la façade Charlie, plus l'officier. Donc, en plusieurs étapes, on a récolté de l'info supplémentaire, de l'info qui est subjective par définition, et ça nous a aidé de compléter notre image. Maintenant, il y a une remarque très importante que je veux faire, c'est concernant les connaissances rétrospectives. Oui? Il faut comprendre que nous, la commission d'apprentissage, qu'on a étudié pendant des centaines d'heures pour comprendre ce qui s'était passé. Comme je vous ai expliqué, on a fait une visite où on a couru dans tous les sens pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. On a eu le temps de poser des questions, de réfléchir, de trouver des réponses. On a étudié vraiment les images caméra thermique, mais pas utilisant une caméra thermique. On a pris un très grand écran, quelque chose dans ce genre-là, et on a regardé les images derrière une table avec un café et un bloc-notes pour faire des notes. Et on a vu, et on a fait pause, et on a retourné, encore vu. Certains passages, on les a vus 6 ou 7 fois. À notre aise, c'est fort différent des circonstances dans lesquelles les équipes ont dû travailler. Eux, ils sont accroupis dans la chaleur, avec une casque et le masque d'un aéri, peut-être avec de la fumée dessus, avec de la fumée entre le masque et le petit écran qu'ils ont. Peut-être aussi avec de la fumée sur le petit écran. Ils n'avaient pas la même vue que nous autres. Donc, on a su analyser beaucoup plus en profondeur. Et ensuite, il y a eu les interviews, semaine par semaine, avec chaque fois des heures et des heures de discussion. Et donc, ça nous a permis de réaliser des hypothèses. Oui. Chaque fois de mettre à jour ce qu'on pensait. Et par cela, on est arrivé au rapport final. Donc, des centaines et des centaines d'heures vis-à-vis un quart d'heure pour les gars sur le terrain. Donc, le rapport et cette présentation n'est pas du tout un jugement des gars sur le terrain. Au contraire, je vais le dire à la fin, ce qu'on a vu, c'est que nos collègues, ils ont bien fait. Si on compare leur comportement, leur travail à ce qu'on attend d'un pompier en 2020, ils ont fait du bon boulot. Même si la fin est tragique, on n'a pas vraiment pu trouver des grandes erreurs. Donc, on ne veut pas juger les gars, loin de cela. Par contre, on veut faire des recommandations. On veut réduire la possibilité que des événements pareils se reproduisent. Les pompiers, jamais on va avoir un business qui est sans risque. Il y aura toujours des risques résiduels. Mais l'objectif, c'est de diminuer tout cela un maximum. Maintenant, regardons le bâtiment. Le bâtiment, ou les bâtiments, parce qu'il y en avait plusieurs, c'était très complexe. Et regardons un peu plus en détail. Je vous avais déjà dit qu'il y a eu plusieurs incendies, un petit, mais aussi un relativement grand en novembre 2018. Un grand incendie où il y a beaucoup de moyens qui sont venus sur place et ils ont su le maîtriser, ils ont su l'éteindre sans en soit important. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça change si j'ai déjà eu un incendie à cet endroit-là? Maintenant, ils n'en ont pas eu un, ils ont eu 2 incendies à ce moment-là. Ils ont eu, quelques mois après, ils ont eu encore un grand incendie. Maintenant, dans le toit, ils ont aussi su le maîtriser et su l'éteindre. Qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose dans la tête des gars. Ils ont eu plusieurs expériences de succès, ça change leur mentalité. Ils arrivent avec un autre mindset. C'est logique, c'est humain. Ça joue un rôle. Ensuite, il faut savoir que le bâtiment était vide depuis longtemps. Ça avait eu plusieurs fonctions, un supermarché, pas une entreprise, mais un magasin où ils vendaient des fleurs. Le bâtiment même a été construit dans les années 50. Et il y a eu plusieurs transformations et on va voir que certaines de ces transformations, ils ont été faites d'une manière criminelle. Oui.
ce qui est important, c'est au milieu, il y avait un hall central de plus ou moins 400 mètres carrés, donc 40 sur 20, une grande pièce avec un niveau. Donc si on regarde ici la photo aérienne, on voit la façade alpha. En bas de Koolmijnlaan, on dit à Beringen, il y a une sorte d'espace, une place côté Bravo, où ils ont fait très peu, parce que côté Bravo, ils avaient des appartements qui étaient fermés. Les bâtiments blancs que vous voyez ici, c'est une nouvelle construction qui était là, qui a touché légèrement par l'incendie, mais qui n'était pas connectée. Et ensuite, dans la rue Sainte-Barbe, je vais le traduire comme ça, de Sainte-Barbara-straat, là, il y avait aussi une nouvelle construction, c'est un magasin, une librairie, quoi. Et l'habitation des gens qui l'exploitent. Donc, c'est quand même fort complexe, ce grand hall au milieu, avec des bâtiments autour. Certains sont en connexion, d'autres pas. C'est quand même pas facile. Donc, des différents blocs qui jouent un rôle, c'est par exemple ce toit ici. On va voir que ce toit ici, il a l'air dommagé, mais les dégâts qu'on voit là, c'est pas la conséquence de l'incendie, mais c'était de l'incendie précédent. Quelque chose qui est aussi hyper important, si je vais me mettre ici, c'est l'endroit où je suis maintenant, c'est l'espace ici. Cet espace appartient au grand hall. Et il y a un lien entre le grand hall et la rue Sainte-Barbe. Donc, c'est pas très logique, mais c'est le cas. Tandis que le volume blanc ici, ça c'est la librairie qui donne sur de Koolmijnlaan, donc sur la façade alpha, mais qui est aussi joignable via la façade delta. Ici à côté, ça c'est la côté Charlie, où les équipes de Heusden-Zolder, dont on a perdu deux pompiers, sont rentrées. Là où moi je me trouve maintenant, ici, ça c'est le grand hall qui est plus ou moins 800 mètres carrés. Quelques photos. Donc la façade alpha. Ici, vous voyez le bâtiment de la librairie qui est nouvelle. Et de l'autre côté, des bâtiments. Regardez en Google Street View le toit qui est toujours, le toit en pente qui est toujours intact. Ce n'était plus le cas à l'heure de l'incendie. On voit aussi qu'au rez-de-chaussée, ils ont fermé toutes les entrées avec des plaques. On va voir plus tard, quand on a des photos de l'incendie, que les flammes apparaissent à travers ces plaques, mais donc les bâtiments étaient désaffectés. Ça, c'est la façade Bravo. Donc, on voit les blocs à appartements ici. On voit aussi que les entrées et les fenêtres, c'est suite aux dégâts je pense, deuxième incendie. Ils ont été fermés avec des planches ou avec des plaques d'agglomérés. Je ne connais pas exactement les détails, mais c'était des anciens appartements et ils ne sont plus accessibles. Ça n'a pas vraiment joué un rôle dans l'incendie. Côté Charlie, là, il y a des dégâts importants suite à l'incendie. Le mur est partiellement effondré. Ce n'était pas le cas, bien sûr, lors de l'arrivée des secours. Mais moi, où je me trouve maintenant, ça c'est l'endroit où ils ont tiré les tuyaux pour monter leur attaque. Une photo qui montre un peu la façade Delta, avec ici la librairie et l'appartement des gens qui l'exploitent. Un peu plus loin ici, la porte blanche et la porte bleue. Ce petit bloc-là, c'est le bloc qui connecte la rue avec la hall centrale, la vue sur la hall centrale et sur la façade Charlie. Donc une vue aérienne. Ce que vous voyez ici, c'est encore des colonnes et avec des poutres qui sont encore intactes et tout le restant de la hall à l'intérieur qui est détruite, quoi. Vue sur le toit en pente qui est complètement détruite par le deuxième incendie, les différents bâtiments, les appartements qu'on voit là qui entourent le hall central et ici, façade Delta, la librairie et l'appartement de celui-là. Maintenant, on va de l'autre côté.
on regarde depuis la façade Charlie vers la façade alpha et je veux tirer votre attention sur les poutres, par exemple ceux-là et ceux-là ici. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux poutres? Donc, il y a ce type de poutre ici se trouve côté Bravo du hall à l'intérieur et l'autre type de poutre se trouve côté delta de la hall centrale. Maintenant, est-ce que vous voyez une différence? Ce qui est important, c'est les trous qui sont dans les poutres. Je ne connais pas le mot en français, mais en néerlandais, ça s'appelle raadlegger. C'est caractérisé par les trous qui se trouvent dans les poutres. Et donc, les poutres étaient perpendiculaires à l'axe alpha Charlie, et donc, ça jouait un rôle dans le sens que les fumées pouvaient passer à travers de la façade alpha vers la façade Charlie, dans la moitié du hall, côté Bravo. Côté delta, c'était des poutres complets, et alors ce flux de fumée était gêné par les poutres. Autre détail qu'on a vu, par exemple ici, c'est vraiment dingue. Ici, ce qu'on voit ici, c'est comment ça se dit en français? En néerlandais, on dit un station. On va en fait étançonner. Un étançon, c'est un étançon en acier qui est utilisé dans la construction pour étançonner avant qu'on commence à maçonner ou à couler du béton. Et ce qu'on voit ici, c'est du maçonnerie autour d'une colonne en béton qui est à moitié finie. Donc il y a 1 mètre de béton qui manque parce qu'ici, on voit un poutre en béton ici, relativement épais, et tout ce poids du poutre en béton et la façade qui est au-dessus porte sur l'étançon en acier. Pour nous, étant ingénieurs, c'est dur à comprendre comment cet étançon a su survivre l'incendie. En tout cas, ce genre de construction, c'est criminel, c'est pas du tout admis. Ce qu'il y a aussi, on a découvert dans les ruines plusieurs situations où c'était semblable. Dans le petit volume côté delta qui fait le lien entre la rue Sainte-Barbe et le grand volume, il y avait un mur mitoyen qui manquait. Il y avait simplement une plaque d'aggloméré qui, lors de l'incendie, a été brûlée et du coup, il y avait un trou. Plus ou moins au même endroit, on utilisait un étançon comme élément structurel horizontal pour séparer deux parois. Ce n'est pas du tout normal, c'est surréel, quoi. Maintenant, je vais vous expliquer comment le toit était composé. Donc, peut-être encore une fois revenir vers quelques photos. Ici, par exemple, côté delta, oui, côté delta, je pense. Oui, côté delta, on voit l'épaisseur du toit. Donc, on voit ici l'épaisseur du toit. Donc, on parle de 60-70 cm, l'épaisseur du toit. Et on va voir maintenant comment le toit était composé. Donc, il y avait une structure en bois, ensuite avec des plaques. Et sur les plaques, il y avait des gyprocs, pas des gyprocs, de roofing, isolation au-dessus et encore une roofing. Je vous ai raconté que le bâtiment a été construit dans les années 50. Du coup, le roofing a dû être renouvelé, réparé, et dans les faits, on a ajouté quelques couches de roofing. Par conséquent, le roofing, le toit, était complètement étanche, aussi étanche au gaz. Ça veut dire que les fumées ne pouvaient pas échapper, ils devaient évoluer et bouger dans le sens horizontal. En dessous de ce toit, qui était fort étanche, il y avait un faux plafond, un système de faux plafond où il y a une structure qui est pendue au plafond, au toit. Et ensuite, il y a des... comment ça se dit? Comme sur le carrelage, des pièces qui rentrent dans les ouvertures. Donc ça c'est le plafond, mais ça crée une situation où on a un volume dans le plénum qui est séparé du volume en dessous.
Ça veut dire qu'il y a un volume dans lequel on peut avoir une combustion que les pompiers ne peuvent pas voir. Ainsi, je vous ai expliqué plus ou moins comment le bâtiment a été construit. Vous vous rendez compte, j'espère, que c'était fort complexe, et pour comprendre comment c'était composé, pour les gars qui sortent de leur lit 2 heures du mat, c'est pas si facile que ça. Maintenant, on va regarder le comportement du feu et on va commencer avec cette photo qui est en fait un screenshot d'une vidéo que quelqu'un a fait avec son smartphone lors de l'arrivée des pompiers. Vous voyez la lueur au premier étage ici. Donc, ça crame au premier étage, mais aussi en bas. Ici, il y a plusieurs plaques qui sont tombées et qui donnent une ouverture, qui nous donne une vue sur le feu, tandis qu'ici, les plaques sont encore là et on voit qu'à travers les différentes ouvertures qu'il y a un grand feu derrière. Nous pensons que c'est un feu très puissant. On estime qu'on parle d'une centaine de mètres carrés, donc là, on parle de 20-30 mégawatts. C'est vraiment un très grand feu. Ça veut dire qu'il y a des gaz qui rentrent dans le faux plafond. Ça veut dire également qu'un feu pareil, il a la puissance pour foutre le feu dans le faux plafond. Le faux plafond, le toit, tout commence un peu à cramer dans un environnement où il y a peu d'oxygène, où en plus ça ne peut pas passer à travers. C'est une situation un peu bizarre, quoi. Être dans le feu avec ses pieds, c'est pas très bien, donc je vais m'éloigner un tout petit peu. On était dans la situation suivante. Il y avait un grand feu et ensuite, des deux côtés, il y avait de l'air qui arrivait. De l'air qui arrive depuis l'extérieur et bien sûr, il y a de la fumée qui sort à travers les fenêtres, à travers la partie supérieure des fenêtres. Mais ici aussi, il y avait plus ou moins 800 mètres carrés, disons 3 mètres d'auteur, c'est-à-dire 2400 mètres cubes, 2400 mètres cubes d'air qui peuvent être utilisés pour alimenter la combustion. Donc des deux côtés, il y a de l'air frais qui arrive, mais les fumées, ils partent par ici, mais il y en a aussi qui partent par là, dans le faux plafond. Et cette grande température va attaquer le coin ici pour essayer de commencer à faire brûler le plafond et le toit, et c'est ça qui s'est passé. Donc le feu initial, on pense que c'était déjà là longtemps avant les pompiers. On ne s'est pas quantifié, peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure, mais c'est clair qu'il y a plein de gaz chauds qui ont été créés et que c'est fort probable que le plafond était déjà en train de brûler au moment que les pompiers arrivaient. Oui. Dans le faux plafond, c'est facile de s'étendre parce que les gaz et les chaleurs ne peuvent pas s'échapper. Le toit était complètement étanche et donc ça a créé des pyrolèses un peu partout. Et tant qu'il n'y avait pas de trous en bas, c'est un peu coincé, quoi. Donc à cause du faux plafond, c'était dur pour les pompiers pour faire les observations. C'était pas très clair pour eux qu'est-ce qui se passait. Donc on estime que cette phase a duré plus ou moins une demi-heure qui correspond avec une partie de l'attaque par l'intérieur. Ensuite, soudainement, il y a eu une propagation rapide des flammes. Quelque chose s'est passé. Ce qu'on soupçonne, c'est que le plafond a commencé à désintégrer. Il y a eu des trous. Ça veut dire qu'il y a de l'air frais qui rentre. Il y a eu une partie du plafond qui s'est effondrée. Et une nappe de gaz, une zone de gaz pré-mélangée s'est enflammée. On a eu ce qu'ils appellent en anglais un fire gas ignition. Si les gaz s'enflamment, ça veut dire que tout devient vachement plus chaud et vous savez, ce qui augmente en température dilate. Mais dans une structure comme un faux plafond où il y a très peu de marge pour dilater, il y a une augmentation de pression et on a eu une vague de pression qui a fait tomber des choses et qui a créé cette température fort élevée. Donc, il y a eu un phénomène en escalade à cause de ces pressions. Ça a amené à une inflammation générale dans cette grande pièce. Oui. Les températures montées en combinaison avec les pressions, ils ont créé des problèmes pour la structure et on a eu des choses qui ont commencé à s'effondrer. Dans les 5 à 10 minutes après le phénomène, on a eu des effondrements et on a eu un élément de cascade qui a fait que
on a eu un grand effondrement dans le hall central. Les flammes clashaient d'or, comme on dit à Bruxelles. Le feu sortait et on avait maintenant un très grand feu à l'intérieur et un profil de ventilation qui a complètement changé. Là, au début, ici par exemple, est-ce que tu peux me réduire un peu en taille, s'il te plaît? Voilà, très bien, merci. Ici, au début, on avait des fumées qui sortaient et de l'air frais qui rentrait, un double courant, soi-disant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le feu s'est créé un très grand cheminée au milieu. Là, plein de chaleur et de flammes sortent et il tire tout son air depuis la façade A. Si vous vous souvenez les grandes photos, il y a des grandes fenêtres là-bas et maintenant, il y a plein d'air qui rentre pour alimenter ce grand feu. Donc, ça amène à des températures fort élevées et ça va faire dilater les poutres et on a eu des effondrements très forts et avec l'effet des cascades, dans peu de temps, le toit s'est effondré et on n'aurait pu plus rien faire pour sauver ce qui se trouve au milieu. Donc ça, c'est un peu le comportement du feu. Maintenant, on va regarder un peu en détail ce que les équipes ont fait. Les équipes ont travaillé sur différents façades et on va voir quelle équipe a fait et comment. L'appel était très facile, jusque-là tout allait bien, c'était un feu, 2 heures du mat, l'endroit ils connaissaient et qu'est-ce qu'ils ont envoyé? C'est une caserne avec beaucoup de volontaires, donc ils ont envoyé 2 pompes, une échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement. Donc tout cela, et comme vous le savez, les volontaires, ils partent pas tous au même moment. Les premiers 6 qui arrivent partent et ensuite les suivants. Donc il y a aussi un délai entre l'arrivée des différents véhicules. Maintenant, les premiers véhicules arrivent à peu près 2h20. Comparez encore une fois les 2 photos. Donc le Google Street View et la réalité du terrain, ce que les pompiers ont trouvé, la situation à laquelle ils étaient confrontés, un grand feu. Donc, la zone Zuidwest-Limburg a fait une ligne de temps très complète, très complexe. On ne va pas la parcourir complètement, mais sachez que le travail a été fait. On va regarder façade par façade qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, encore une fois, les bâtiments, la composition des différents véhicules autour des bâtiments le long de l'intervention. Mais on va une fois voir par flanc, on va voir à 2h22, l'attaque par la façade A commence. Les pompiers doivent enlever les plaques, ce que vous voyez ici, ils sont un peu par terre, pour avoir accès à l'incendie. Ce qui décide, il faut comprendre, ces gars-là, il y en avait plusieurs qui avaient attaqué les 2 feux précédents. Donc, ils avaient des idées, même si c'est inconscient, dans le sens, on a coupé les 2 premiers, ici ça va se faire aussi. Et donc, vu la taille et l'ampleur, ils décident de déployer 2 lignées de 45. Donc, à 5, ils rentrent, 2 x 2 sur les 45, plus leur chef. Ils rentrent dans la structure et relativement vite, ils coupent le feu. Les flammes sont plus là, on est dans leurs yeux, dans la phase de déblai. Ce qu'ils ne le savent pas, c'est que le faux plafond et le toit sont en train de cramer. Avec la couche de fumée, le hall central est plein de fumée, ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas le voir. Ils avancent dans la structure, ils font la reconnaissance totale de l'appartement et ils réalisent ici, il n'y a plus de feu. Ils ne voient pas vraiment si c'est utile d'entrer dans le hall central vu la très grande taille. Tant qu'il y a énormément de fumée, on peut se tromper de chemin et alors perdre un pompier dans ce sens-là. Et en plus, il y avait des pièces du faux plafond qui tombaient et ça leur inquiétait. Donc c'est un peu ça qu'ils ont fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est les deux boules vertes ici, c'est une équipe. Les 2 boules bleues, c'est une autre équipe. Et le chef, il est là. Donc ils sont venus de l'entrée à la façade A. Ils sont avancés jusqu'à la façade arrière du bâtiment A. Donc la frontière entre l'appartement et le magasin, soi-disant le grand hall. Ensuite, ils ont pris contact avec leur officier en disant « Écoute, ici, ça semble sous contrôle, mais il y avait des flammes en eau aussi. Il y a un premier étage au-dessus de nous et
là, il y avait le feu aussi. Montons au premier étage pour couper le feu là-bas aussi. L'officier est d'accord. Pour lui, jusqu'à ce moment-là, tout va bien. Il envoie l'équipe via l'escalier. C'est avec la flèche rouge ici, en bas. Tu peux me diminuer détailler un petit peu? Oui, très bien, merci. Donc ici, la flèche rouge, c'est ça le chemin qu'ils ont pris vers le premier étage. Et ils sont en train de monter l'escalier au moment que tout change. Ça devient de plus en plus chaud, il y a de la fumée qui arrive et les gars ils se disent merde, il y a quelque chose et décident de se barrer. Donc ils se retrouvent à l'extérieur, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qui s'était passé. C'est clair à l'intérieur que ça change très vite dans la mauvaise direction et tout le volume central s'enflamme. Ça, c'est un peu la situation à la fin pour les gars de l'Alpha 25, l'équipe de Beringen qui était première sur place et qui attaquait par l'intérieur via la façade A. Maintenant, 6 minutes après eux, il y a une deuxième pompe qui arrive. Eux sont en train de lancer leur attaque et l'officier envoie cette pompe à la façade Delta, donc dans la rue de Sainte-Barbe, pour voir s'ils peuvent protéger un maximum la librairie. Donc ces gars-là, ils vont décider d'entrer et d'avancer dans la structure en essayant de trouver le foyer et de l'éteindre. Ils utilisent une porte qui était ouverte, ce n'est pas les pompiers qui l'ont forcée, on ne sait pas très bien qui a forcé cette porte. Donc si on regarde les photos, ce qu'on voit ici sur les photos, vous voyez les flèches, la porte blanche ici, c'est celle-là en bas là, c'est la porte qui a été utilisée par les pompiers pour rentrer dans la petite pièce, pour ensuite traverser cette pièce pour avoir accès au hall central. Ce que vous voyez ici à côté, c'est aussi une porte, c'est pas très visible, je suis un peu dans le chemin, donc c'est ici quoi. Ici, vous trouvez cette porte. Cette porte permettait de passer de la façade D dans la rue Sainte-Barbe vers la façade Charlie, vers ici. Mais c'est que très tard dans l'incendie que les pompiers se sont rendus compte de l'existence de cette piste de transport. Jusqu'à ce moment-là, l'officier, quand il était ici, pour discuter avec les mecs qui faisaient l'attaque par la façade Delta, il devait faire tout le tour de bâtiment pour arriver via la façade Bravo à la façade Charlie. Donc, ça a joué un rôle. Maintenant, les gars qui entrent via la façade Delta, ils racontent, ils témoignent qu'il y avait très peu de fumée, il y avait une fumée légère, il y avait une bonne visibilité, il y avait du carrelage dans la pièce qu'ils ont visitée et le carrelage était encore blanc. De plus, les températures qu'ils mesuraient, c'était dans l'ordre de grandeur de 40 degrés. Maintenant, moi je dois avouer que quand je rencontre des fumées de 40 degrés à l'incendie, moi je suis pas stressé du tout, hein. 40 degrés, c'est rien. Donc, jusque-là, il n'y a encore aucun stress, il n'y a aucune raison pour s'inquiéter, quoi. Ça, c'était l'espace qu'on a visité après l'incendie. Donc, en bas, on voit encore le carrelage blanche, mais on voit que plus haut, que c'est complètement noirci. Il y a de la suie partout. Donc, il y a eu un grand incendie après. Donc, l'équipe de l'Alpha 11, on envoie deux binômes. On envoie un binôme avec 2 personnes, soutenu par un troisième à l'intérieur avec une 45 et une caméra thermique. Donc, les 2 vont entrer dans le grand volume, tandis que le troisième, il reste dans la porte, une porte intérieure qui fait le lien entre la petite pièce et le grand volume. Leur sous-officier, il restera dans la porte extérieure pour faire le lien avec l'officier. Pour vous donner une idée, on est un peu ici. Tu peux me réduire Merci bien. Donc ici, à mes pieds, ici, ça c'est le sous-officier. C'est celui-là qui tient le lien avec l'extérieur, tandis qu'ici, on a l'homme qui reste dans la porte intérieure. Donc c'est par là que les pompiers sont passés. Ils ont fait ce tour ici et ensuite ils sont montés via le paroi vers la façade Bravo.
Maintenant, nous savons que c'est une grande hall. Eux, ils ne le savent pas. En plus, tout ce qui se trouve dans le magasin pour mettre toute la marchandise est encore là. Eux, ils ne se rendent pas vraiment compte qu'ils sont dans un gros hall. Quand on a fait l'interview, ils racontaient qu'ils pensaient qu'ils étaient dans une sorte de pièce, une sorte de cuisine. Le fait qu'il y avait des carrelages dans la pièce avant, ça leur a peut-être influencé, mais eux, ils étaient dans leur idée dans une cuisine et ils avaient un feu de cuisine et c'est ça qu'ils ont communiqué. Maintenant, si on a des situations pareilles, donc eux, ils cherchent les flammes, ils pensent que c'est une feu de cuisine, ils font une progression et pendant cette progression, on a vu qu'ils ont refroidi des fumées, comment il faut, ils ont fait des attaques directes, il y avait une bonne communication entre les deux membres du binôme, il y avait une collaboration qui était vraiment très bonne, ils maîtrisaient bien la caméra thermique, ils ont rapporté régulièrement les températures et quand j'entends 40 degrés, ça ne me préoccupe pas, hein. Même 130, c'est pas vraiment une drame. Même s'ils arrivent à 230, si c'est un feu de cuisine, ça va quoi. Si ça rapproche du feu, du foyer, ils sont proches à mettre de l'eau dessus, c'est pas la fin du monde. Le problème ici, c'est que ça tenait, les températures ne diminuaient pas. Chaque fois qu'ils mettaient de l'eau quelque part, la chaleur revenait. C'était pas très clair pour eux où le feu était. Et à un certain moment, ils pensaient qu'il y avait un troisième foyer, le foyer avant étant le premier, à la façade alpha, et ensuite ils pensaient qu'il y en avait plusieurs où ils étaient. C'est plus ou moins le moment où, via la radio, on entend que une pompe est envoyée vers la façade Charlie. Donc, lors de leur présence dans le grand volume, ça détériore. Les températures augmentent, les fumées descendent, il y a des parties du plafond qui commencent à tomber. À un certain moment, l'ARI tombe sur réserve. Donc, il y a une conversation très courte et il décide de replier. Et c'est lors de ce repli que ça j'avais une expression bruxelloise que je ne devrais pas dire ici, ça part en, hein, je ne vais pas compléter. Donc, ça dégénère complètement. Ils ne savent pas très bien quoi faire et ils lancent un Mayday. C'est tellement grave qu'un d'eux perd ses repères, il ne sait plus où il est, il n'a plus le tuyau, tandis que son copain, il sort à travers la porte intérieure où il y a le collègue là qui est en attente. Et celui-là, il a entendu le Mayday, il réalise qu'il n'y en a qu'un qui s'est passé, il prend la porte et il essaye de trouver son collègue, il l'a et il le tire dehors. Donc là, ils ont eu chance que celui-là, il a resté calme, il a entendu le Mayday, il a fait ce qu'il fallait pour sauver son collègue. Ensuite, le sous-officier, il a rapporté Mayday résolu. Donc dans la tête, l'officier, il sait que ça dégénère, mais ils s'en sont sortis. Et il est un peu mis à calme, il dit écoute, il y a eu un problème, mais apparemment c'est pas si grave que ça, Mayday est résolu. Ça, c'est ce que les gars ont vécu côté Delta. Donc le moment que ça dégénère complètement dans le grand hall, le moment qui est suivi par le Mayday de l'équipe de Beringen, c'est le même moment que l'autre équipe de Beringen monte sur l'escalier façade alpha. Regardons maintenant ce qui se passe côté Charlie. Donc il y a l'autopompe de Eusenzolder qui arrive. C'est une drôle d'histoire. L'autopompe de Eusenzolder était en fait appelée pour un autre incident. Mais là-bas, ils n'étaient pas nécessaires. Et donc le dispatching a demandé à l'officier sur place à Beringen, on a encore une pompe disponible, les gars c'est des volontaires, ils sont quand même debout, est-ce que tu peux faire quelque chose avec eux? Et l'officier il dit oui, pourquoi pas, parce qu'on va peut-être avoir beaucoup de déblais, 6 paires de mains en plus, ça va quand même nous aider. Donc du coup, ils envoient l'autopompe de Eusenzolder sur place, et quand ils arrivent,
l'officier, il fait des réflexions très logiques, il a une grande situation complexe, il a une équipe façade alpha, il a une équipe façade delta, ça c'est là pour vous, et maintenant il y a une façade qui manque, la façade Charlie, étant donné que façade Bravo, il y a des appartements qui bloquent tout, il envoie cette équipe façade Charlie, et il leur demande de rentrer et de vérifier s'il y a des déblais à faire, des actions à prendre pour finir l'intervention. Et ensuite, c'est ça qu'ils font, quoi. Donc, 2 pompiers, il y a un sous-officier, ils rentrent avec une ligne de 45 et une caméra thermique, tandis que leurs collègues, leurs collègues, eux, ils vont déployer une deuxième ligne, une ligne de backup, plus une alimentation. Vu que c'est un très grand complexe, ils pourraient avoir besoin de beaucoup d'eau et ils connectent leur pompe à un camion citerne de 12 000 litres. Donc ici, ça donne un peu l'idée. La ligne rouge, c'est le chemin qui sont suivis. Ici, on voit plus de mur, mais il y avait un mur là. Et ici, il y avait un trou dans le mur. Ce n'était pas une porte, mais il y avait un trou qui était fermé avec une plaque d'aggloméré qui n'était plus là lors de l'arrivée des pompiers, mais c'est par là qu'ils sont entrés. Si on regarde sur plan, donc on voit ici en bas la ligne qui passe le mur. C'était là où il y avait un trou et on voit les 3 équipiers qui se trouvent ici jusqu'à la porte ici. Maintenant, il y a des grandes différences avec l'équipe de la façade Delta. Donc ici, le paroi que vous voyez ici, ce n'est pas une paroi en béton ni en maçonnerie. On se demande si ce n'était pas une sorte d'un frigo, un grand frigo de l'époque que c'était un magasin. Et on se demande si les gars ils avaient une sorte de toit au-dessus d'eux qui bloquait leur vue sur le toit du grand hall. C'est clair, ils se sont positionnés ici. Eux, ils n'étaient pas très bien protégés vis-à-vis de quelque chose qui sortait du hall central. Tandis que les autres, dès qu'ils étaient dans la pièce qui donnait dans la rue Saint-Barbe, là, il y avait un mur en briques. Dès qu'ils étaient là, ils avaient beaucoup plus de chances de survie. Donc, ceux-là, ils ont fait leur progression. C'est pas très loin, peut-être 7-8 mètres depuis de l'entrée vers la porte qui donne dans le hall central. Et là, leur approche est stabilisée. Le sous-officier, il a un peu regardé, mais ensuite, il est arrivé à la conclusion, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et il a décidé de replier. C'est encore une différence avec l'équipe façade Delta. Là, c'était le fait qu'il n'y avait plus d'air dans la bouteille, de l'aérie, qui leur a fait rentrer. Ici, le sous-officier a décidé, oui, on va rentrer. Et c'est lors de cette repli que c'est aussi dégénéré. Soudainement, il y a une couverture de fumée qui tombe et c'était hyper chaud. C'est probablement au même moment que l'équipe de la façade Delta a lancé son Mayday et l'équipe de la façade Alpha a décidé de replier sur l'escalier. Donc, durant cette retraite, c'est que le porte-lance qui a su trouver les chemins. Il a suivi son tuyau et il s'en est sorti. Tandis que les 2 autres, ils ont perdu leur chemin et ils n'ont pas su quitter le bâtiment. Suite à ça, ça s'intensifie énormément. Donc, il y a encore l'équipe à l'intérieur, ceux à l'extérieur lancent un Mayday, il y a l'alarme d'évacuation de l'autopompe qui est mise en marche et on constate que le feu devient pleinement développé. Ils essayent depuis l'extérieur de faire quelque chose, mais ça a très peu d'effet. Donc, nous avions un pompier dehors et 2 pompiers dedans. Donc, il y a un des 3 qui a su trouver la sortie. Ses collègues le trouvent. Il voit qu'il est bien brûlé, qu'il est en panique, qu'il a besoin de l'aider vite. Donc, eux, ils l'amènent via ce petit chemin qui connecte la façade Charlie avec la façade Delta vers la façade Delta, vers la rue Sainte-Barbe. Eux, ils sachent
qu'il y a encore 2 collègues à l'intérieur, donc ils le mettent là parce qu'ils voient dans la rue leurs collègues de Beringen. Dans leur tête, ils ne savent pas que ceux de Beringen, ils viennent de sortir de la même situation, ils sont aussi stressés, ils viennent de survivre. Et donc, eux, ils pensent, ceux-là vont l'aider. Et ils retournent faire la porte pour aider leurs 2 copains, leurs 2 collègues qui sont encore à l'intérieur. Et ça amène la situation très drôle que le sous-off de Bering, qui a été tout le temps dehors, il se retourne et soudainement, il y a quelqu'un par terre, un pompier en tenue, qui avait l'air bien brûlé. Donc, une ambulance est venue, ils l'ont pris en charge, mais c'était pas gagné, quoi. Donc, entre-temps, à la façade C, ça s'effondre. Tout le toit de la hall centrale va s'effondrer, quoi. Et donc, ça devient un très grand feu, il n'y a plus rien à faire. Donc, si on résume le comportement du feu et on compare ça avec les actions des gars, on voit que chaque équipe, chacun dans leur secteur, ils ont constaté que c'est quand même une situation complexe, c'est différent que normal et ils ont limité leur progression. Chaque équipe, durant l'attaque à l'intérieur, ils réalisent que c'est en train de dégénérer et de détériorer. Et ils replient ou ils font un Mayday et ça semble à se passer au même moment. Et aussi l'officier, il réalise que l'image qu'il a de la situation, ce qu'il voit, ça ne correspond pas avec son idée. Et il dit via la radio au gars, écoute, soyez prudent, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc on a un grand feu initial, façade A, et ça a créé plein de fumée, ça a enflammé le faux plafond. Le feu dans le faux plafond s'est déplacé surtout côté Bravo via les radliggers, donc les poutres avec les trous dedans. Le feu s'est progressé vers la façade Charlie, beaucoup plus côté Bravo que côté Delta. Dans le faux plafond, c'était caché pour les pompiers jusqu'au moment que ça commence à désintégrer le faux plafond et ça commence à tomber. C'était un bâtiment très complexe et c'était impossible d'avoir une image correcte de la situation. C'est vachement trop complexe pour cela. L'officier a déployé très logiquement ses équipes et ces équipes à l'intérieur, si on compare leur travail avec ce qu'on enseigne dans les écoles du feu, on doit dire qu'ils ont bien travaillé. Et une autre conclusion importante, c'est qu'à partir de 2h50, qu'il n'y avait plus de solution sécuritaire possible. C'était plus possible de faire quelque chose pour résoudre la situation en sécurité. Donc, on a vu les actions des pompiers. Maintenant, on va voir quelles sont les recommandations qu'on fait étant commission d'apprentissage. Au total, la commission d'apprentissage a formulé 21 recommandations qu'on peut diviser en 4 catégories. Il y a d'abord les interventions pompiers. Ensuite, ce qui est important, l'enseignement des pompiers. On a quelques recommandations pour mieux récolter de l'information, pour mieux tirer des conclusions pour le futur. Et on a aussi quelques recommandations concernant le matériel. Comment pouvons-nous améliorer le matériel? Commençons par les recommandations pour les interventions pompiers. Et la première, c'est faire la distinction entre une intervention longue et une intervention courte. L'idée que plusieurs équipes sur place avaient, c'est une feu de cuisine. Si c'est une feu de cuisine, un bête feu de cuisine, il faut savoir l'éteindre, disons, entre 5 à 10 minutes, ça doit être fait. Si ce n'est pas fait après 5-10 minutes, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et c'est surtout, quand ça prend beaucoup de temps, le feu peut produire énormément de gaz de combustion, de gaz de pyrolyse, c'est un danger. Si il fait chaud, c'est possible que la structure du bâtiment va souffrir et qu'on va avoir un effondrement. Tout ça, c'est dangereux. Donc, on conseille de faire la distinction entre un feu court et un feu long. Et il faut maintenant
développer des critères pour décider. On n'est plus en cours, on est en longue. Et il faut déterminer quelles sont les conséquences. Et tout cela, il faut mettre dans les cours M01 et OFF1, afin que les sous-officiers et les officiers peuvent prendre des décisions pour éviter ce genre de résultats. Ensuite, ici, vous voyez un collègue qui était dans le groupe qui nous a encadrés, c'est Manu Belair des pompiers de Liège. Et on voit sur la photo leur système de commandement, quoi. Avec un whiteboard où ils font des notes, ils registrent plein d'infos. On suggère que, surtout pour des incendies complexes, qu'il y a un tableau blanc qui est utilisé pour faire un sketch de la situation. L'idée que une image est vachement plus puissante que 1000 mots viennent ici. L'idée, c'est de dessiner la situation. L'idée, c'est que l'équipe qui sort va corriger. L'équipe qui arrive peut voir qu'est-ce qu'il y en est et on peut utiliser ça pour mieux communiquer. On réalise que dans des situations complexes, c'est vachement de trop pour l'officier. Il faut qu'il ait des assistants. Un pour gérer le tableau blanc et toutes les infos dessus, et un autre pour les communications radio. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation, c'est l'utilisation des auto-échelles. Donc, quelque chose que nous ne savons pas, c'est quelle était la vue sur le toit du hall central lors de l'intervention. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pénétrait? Si on utilise les caméras thermiques, est-ce qu'on pourrait voir quelque chose sur la caméra thermique qui nous racontait qu'il y a quelque chose dans le toit? Souvent, en intervention, il n'y a pas vraiment directement un boulot pour l'échelle. Alors, s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas de sauvetage, quoi que ce soit, alors ce serait idéal que l'échelle monte à 30 mètres, regarde en bas et que les écheliers ou l'échelier se posent la question, qu'est-ce que moi je peux voir depuis ma position que les gars en bas ne peuvent pas voir? Et ces choses-là, est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que moi j'ai des infos importantes pour le déroulement de l'intervention? Quatrième recommandation est une qui est un peu émotionnelle pour moi. Donc, cette photo ici, c'est une photo d'Uccle. Vous savez peut-être qu'il y a 12 ans, à Uccle, les pompiers de Bruxelles ont perdu 2 collègues. Et un des problèmes qu'on a eu, c'était un bâtiment désaffecté, comme à Beringen, et toutes les fenêtres étaient fermées avec des plaques d'agglomérés ou des bétonplex, comme à Beringen. Et là, il y a un souci, quoi. Chez les pompiers, on travaille avec des hypothèses et des règles qui sont un peu implicites. Une de ces règles est qu'on a 2 voies d'évacuation pour nous. Le premier étant les couloirs et les escaliers classiques. Le deuxième étant les fenêtres. Si on ne peut pas sortir via le chemin classique, on va aller vers une fenêtre où on trouvera bien une échelle, soit portative, soit auto-échelle, qui va nous sortir. Ici, dans des bâtiments pareils, ce n'est plus le cas. Et on a un niveau de sécurité qui est inférieur. Donc, ce qu'on propose, c'est lors d'un cas pareil, un feu dans un bâtiment désaffecté, qu'on mobilise une autopompe supplémentaire, un officier supplémentaire, avec comme boulot de faire des ouvertures, de créer des ouvertures, de créer des voies d'évacuation pour les pompiers quand ça dégénère et il faut s'en sortir, qu'ils savent comment on doit le faire. Et dans ce même processus, on pourrait dire, écoute, il faut comprendre que quand vous utilisez des plaques d'agglomérés, que vous ajoutez du combustible à la situation. Et quand vous utilisez des tournevis au lieu des vis, au lieu des clous, que c'est très difficile pour les pompiers pour vite enlever des plaques. Et il faut défendre les vis, ça doit être cloué. Donc ça, c'est aussi une recommandation pour éviter qu'il y ait des morts en créant plus de sorties. Recommandation suivante, ça c'est un peu la situation de l'officier. Il a tellement de choses à tenir compte, il a tellement d'informations qu'il doit gérer, c'est de trop quoi. Ensuite, il y a encore cette notion qui se traduit très difficile en français, mais les Hollandais, ils appellent ça
opérationnelle Zeugkracht. C'est le phénomène que l'officier il est tiré vers l'intervention. Il est aspiré vers l'intervention, vers les opérations. Il a dur de prendre la distance, prendre du recul et de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il a un surcharge d'informations. Il y a le biais de la confirmation. Donc, si on pense savoir quelque chose, notre cerveau va chercher des éléments qui confirment ce qu'on pense, tandis que les éléments qui ne rentrent pas là-dedans, nos cerveaux vont les mettre de côté. Donc, en Belgique, encore un peu plus en Flandre qu'en Wallonie, on a le système des CSD, les conseillers substances dangereuses. Donc, quand il y a une grande intervention avec des substances dangereuses, on demande au CSD de venir à l'aide. Et typiquement, il y a un qui vient sur place et un, voire plusieurs, qui, depuis de chez eux, ils consultent des livres, des ouvrages pour essayer de formuler un avis pour aider l'officier qui est en intervention. On suggère la même chose pour le feu. Un conseiller pour des grands incendies ou des incendies dangereux. Donc l'idée, c'est d'offrir un autre point de vue à l'officier. C'est de lui soutenir, c'est faire des analyses, regarder des plans, et si c'est possible, de voir les images de la caméra thermique des équipes à l'intérieur, dans un grand écran, avec la possibilité de faire pause, de retourner et voir quelque chose pour la deuxième fois, afin qu'on puisse dire aux équipes « sortez avant que ça foire ». Donc, nous savons que c'est une proposition qui est peut-être très drastique et une rupture avec comment on fait notre travail actuellement, mais nous sommes convaincus qu'il faut faire le débat et prendre la décision par après. Parce que ce n'est pas que pour la sécurité au travail que ce serait un ajout et un atout. Ce serait aussi pour notre efficacité lors des interventions très grandes et complexes. La proposition suivante, c'est de placer une lampe à la sortie, l'entrée. Le gars qui s'en est sorti, vivant, il a dit qu'il voyait de la lumière et qu'il a avancé vers la lumière. Et donc, en Suisse, lors des formations feu-tunnel, on a appris de mettre ces genres de lampes. Il existe en plusieurs couleurs, mais nous avons choisi le vert parce que le vert est associé avec les sorties. Et l'idée, c'est de mettre une lampe à la sortie. Est-ce que c'est fixe? Non, pas du tout. Ça doit être vérifié. Peut-être il y a d'autres modèles qui sont meilleurs. Peut-être il faut choisir un laser. Ça, nous n'en savons rien. Mais l'idée en soi est très facile à réaliser et va peut-être sauver des vies. Si maintenant je fais le lien entre plusieurs propositions qu'on vient de faire, c'est par exemple, il nous faut le tableau blanc pour dessiner la situation et briefer les équipes qui arrivent. Il faut une équipe qui va faire des ouvertures, des chemins d'évacuation supplémentaires et qui va par la suite aussi l'indiquer sur le tableau blanc. Et il faut des pucks à ces endroits-là afin que quand une autre pompe arrive pour commencer son travail, qu'elle reçoit un briefing dans le genre vous êtes à la façade C, vous allez entrer, mais si ça foire, il faut savoir qu'il y a par ici encore une sortie, une deuxième possibilité de sortir du bâtiment. Septième recommandation, c'est le Mayday. Donc, on a fait un grand progrès pour apprendre à nos pompiers le Mayday, pour leur apprendre comment ils doivent l'envoyer, le Mayday. Mais nous, les officiers, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un Mayday qui rentre? On n'a pas encore une procédure, une directive qui explique comment réagir et quelles actions prendre quand il y a un Mayday. Donc, on a besoin de ça. Et c'est important que ces règles soient basées sur des preuves, sur de la scientifique. Car aux États-Unis, ils ont plusieurs systèmes dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas. Ce n'est pas ça dont on a besoin. Donc, recommandation suivante. Les gars, ils ont travaillé pendant une trentaine de minutes. Ils ont fait une attaque à l'intérieur et moi, je suis le premier à dire que l'attaque par l'intérieur est un excellent moyen pour travailler à l'incendie. Mais il faut comprendre que l'attaque par l'intérieur, c'est une action offensive. On est en train d'attaquer. Et l'objectif, c'est de gagner
Et si on ne gagne pas, on perd. C'est pas comme au foot qu'on peut avoir un draw. C'est pas ça. Soit on gagne, soit on perd. Donc, si on est coincé, on s'arrête, on ne progresse plus. C'est possible pendant quelques minutes. Mais si par la suite, ça ne s'améliore pas, on est en train de perdre, il faut reculer. Là aussi, on a besoin de critères et il faut intégrer dans la formation. Si la situation devient infernale et il faut échapper, ce serait bien, surtout qu'on a plusieurs équipes, qu'on a un mot-clé pour indiquer cela. On a eu une concertation avec le KCCE et le mot qui est choisi est escape. Escape, escape, escape. Ça veut dire tout le monde qui entend ce message, barrez-vous, sortez du bâtiment. Si on utiliserait Mayday, Mayday, ça veut dire venez m'aider. Donc, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Surtout avec plusieurs équipes, si quelqu'un voit encore plus vite que les autres et qu'il y a quelque chose qui passe pas comme il faut, alors les pompiers peuvent tous évacuer et ça aussi, il faut intégrer dans la formation. Dernière recommandation pour les interventions, c'est pour couper ce qu'on appelle la compression du temps. Je pense que tous les pompiers expérimentés ont déjà vécu que vous pensez que d'être 5 minutes sur place, mais en fait, c'est déjà 20 minutes sur place. Donc, la façon dont on vit le temps, notre perception de temps est un peu tordue lors d'une intervention dynamique. Et pour savoir appliquer notre première recommandation, c'est-à-dire intervention courte et intervention longue, il faut qu'on ait une bonne vue sur comment le temps se passe. Donc là, on propose que après notre arrivée, chaque 10 minutes, c'est annoncé. On est 10 minutes sur place. Nous sommes 20 minutes sur place, afin que tout le monde réalise que le temps passe. Et comme ça, on peut prendre des mesures, on peut réagir si après X temps, ça ne change pas comme on l'aurait voulu. Ça, c'était les recommandations pour l'intervention pompier. Maintenant, on va formuler quelques recommandations pour la formation. On va commencer par la caméra thermique. Donc, la caméra thermique est un outil splendide, mais on s'est rendu compte que souvent, ce n'est pas enseigné comme il le faut. Souvent, c'est enseigné à froid et c'est pousser sur les boutons, savoir comment ça fonctionne, mais la caméra est utilisée dans les conditions réelles, conditions chaudes. Du coup, on a besoin d'une formation chaude pour la caméra thermique, où on peut apprendre par exemple qu'il faut nettoyer la lentille, l'écran et la visière de son masque, qu'il faut faire ça en continu, qu'il y a un certain moyen pour scanner un espace. Donc il faut une liste avec des points qui doivent être traités lors d'une telle formation. Oh merde, j'ai chaud. Oh, c'est pas bon d'être dans le feu. Est-ce que tu peux me réduire en taille? Merci. Donc, si ici j'ai un feu, ça c'est le feu pour lequel on est formé. Ça c'est le feu qui se trouve dans les syllabus, le feu de compartiment. Donc on a un feu ici et les flèches rouges, c'est la radiation. Et le pompier ici, il va le sentir un petit peu. Et c'est pour ça qu'il est accroupi, pour que pas trop de flèches le touchent. Mais les flèches noires ici, ça c'est la convection. Et avec la fumée, l'énergie va se disperser. Et la fumée va toucher le plafond. Et ensuite, la couche de fumée va descendre. Et il y aura un rayonnement qui vient des fumées vers le pompier. C'est ça qu'on connaît. C'est ça qu'on attend. C'est ça que les pompiers attendaient. Mais ils n'étaient pas à ça, ils avaient ça. Donc si maintenant, si je suis là et je suis en dessous, tant qu'il n'y a pas de fumée, je vois qu'il y a un problème dans le faux plafond et je suis conscient de la situation. Mais les gars de Beringen, ils n'avaient pas cette situation-là, ils avaient beaucoup de fumée et leur caméra thermique leur indiquait quelque chose, mais ce n'était pas clair pour eux que le feu était dans le faux plafond et que ce n'était pas au niveau du plancher. Et donc ça, c'est un concept qui est complètement différent.
Et il faut avoir les deux dans les cours. Il faut bien sûr tenir celui-là, parce que la plupart de nos feux est celui-là. Tandis qu'il faut aussi expliquer aux pompiers que c'est possible d'avoir un feu pareil. Et un feu dans le faux plafond, il faut expliquer que dès qu'il y a des trous, qu'il y a de l'air frais qui rentre et que ça va accélérer. Il faut que les attentes soient différentes. Ici, on peut attendre qu'on sait régler la situation, qu'on peut éteindre le feu et sauver le bâtiment. Ici, c'est beaucoup moins probable et ils doivent réaliser que peut-être on doit se retirer. Et tout cela, il faut intégrer dans la formation des pompiers. Il y a aussi les scénarios, défensifs qui doivent être discutés. Maintenant, toute la formation est basée sur la réussite. On va attaquer, on va gagner. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer de l'offensive au défensif. Et ça demande de l'entraînement. Maintenant, je veux expliquer un peu de plus là-dessus. C'est pas si facile que ça, parce que les pompiers sur le terrain, il y a les collègues qui attendent d'eux qui lancent l'attaque par l'intérieur. Il y a les voisins et les propriétaires des bâtiments. Mais aussi, par exemple, le bourgmestre et les échevins qui attendent des choses de leur service incendie. Même les sociétés d'assurance qui seront là pour dire, écoute, ça va pas, hein, vous avez laissé brûler, maintenant il y a autant de dégâts en plus, on se voit devant le juge, vous allez payer. L'officier qui à Beringen, disons un quart d'heure avant le phénomène, il dit écoute, tout le monde dort, ça va péter, pas celui-là, c'est un héros. Mais le même officier, s'il prend la même décision, mais ça ne prend pas 15 minutes, mais ça prend encore 4 heures avant que ça pète. J'en suis sûr et certain qu'il y aura des commentaires par après. Hein. Facebook sera plein de commentaires. Oui, et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils auraient dû faire l'attaque par l'intérieur, et quel clown. C'est un peu comme ça les pompiers, hein, et ça c'est quelque chose qu'on doit changer. On doit se poser la question comment on va communiquer ça à la société. Il faut qu'on explique qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On n'est pas invulnérable, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc il faut communiquer qu'il y a des missions qu'on sait faire, mais un feu, il y a des feux qu'on ne peut pas éteindre et alors on va replier. Et ça doit être accepté. Et là, il y a du travail à faire pour expliquer à la société, mais aussi à nos collègues, que dans certaines conditions, il n'y a pas moyen de continuer l'attaque par l'intérieur. Ensuite, ce que nous appelons les facteurs humains. On a parlé du biais de confirmation, la compression du temps, le fait que trop d'informations, c'est de trop, alors une partie n'est pas utilisée, est perdue. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle en anglais span of control, c'est le maximum de gens qu'on peut gérer en intervention. Tout cela, c'est des facteurs humains et c'est des limitations qu'on a tous. On est tous humains, on fait des erreurs, on est limité, mais ça ne figure pas dans les cours pompiers. Donc, de cours B01 à OF3 et plus tard, quand il y a un cours OF4, celui-là aussi, il faut parler des facteurs humains et de nos limitations afin que nos attentes soient réalistes. Donc, ça, c'est les recommandations pour l'enseignement pompier. Maintenant, on a quelques recommandations pour la collection d'informations. Et on commence par la commission d'apprentissage. Donc, nous avons perdu pas mal de temps. Donc, on a su commencer que 3-4 semaines après l'incendie. Tandis qu'aux Pays-Bas, ils ont une commission fixe et ces gars-là, dès qu'ils ont appris qu'il y a un mort, voire un grièvement blessé, ils se rendent sur place. Et si on pourrait se rendre sur place immédiatement, on aurait un vue du début, quoi. Les camions seraient encore placés, les tuyaux seraient encore où ils se trouvent. On pourrait parler avec les gens qui sont encore là, qui ont vécu l'intervention. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a ratées, quoi. Et là, on préconise qu'une commission permanente aura accès à des données de qualité supérieure. Ce qu'on voudrait aussi, c'est un cadre juridique pour parler avec les parquets, avec ceux qui mènent l'enquête judiciaire, parce qu'on a demandé à plusieurs reprises de données,
mais on ne les a pas reçus. Il y a des rumeurs qu'il existe des images d'une caméra de sécurité sur laquelle on peut voir que le feu brûle déjà 1 heure avant l'appel aux pompiers. Ça aurait été une information intéressante, mais on ne l'a pas. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être réglé. Source d'informations intéressantes, c'est les radios. Si toute la communication radio est enregistrée, par après, on peut écouter et c'est très clair et très objectivé qui a dit quoi à quel moment. Ça peut nous aider à configurer la ligne de temps et aider à reconstruire ce qui s'est passé. Ensuite, les caméras thermiques, ça a été la solution de ces cas. C'est les caméras thermiques qui nous ont permis de comprendre ce qui s'est passé, de mettre certaines hypothèses à la poubelle et d'en formuler d'autres. Donc, nous faisons la recommandation d'utiliser la caméra thermique comme une boîte noire, quoi. Et donc, on voudrait que des caméras thermiques, il n'y a pas moyen de les utiliser sans que ça enregistre. Donc, c'est hyper important. Ça, c'est les recommandations concernant la collection d'informations et on va finir par quelques recommandations pour améliorer notre matériel. Le bodyguard, on en a parlé déjà, le bodyguard enregistre les données chaque 20 secondes. Je peux comprendre que ça date des années 90 où on a inventé cet outil très intéressant où les cartes de data étaient fort limitées en espace, tandis que maintenant ils sont beaucoup plus grands. Nous voudrions avoir un enregistrement chaque seconde parce que si on veut indiquer ça s'est passé à ce moment-là, si ce moment-là est 20 secondes, c'est pas très fin, tandis qu'une seconde, ce serait mieux. Et on pense que c'est réalisable. Ensuite, il y a le sujet de la caméra thermique. Donc, les images de la caméra thermique de Heusden, ils ont été écrasés. L'équipe de Heusden, ils ont été perdus et leur caméra était par terre et les images qu'on a reçues, c'était 2 heures par terre. Donc, il faudrait augmenter l'espace dans la caméra, disons vers 12 heures, et il faudrait programmer ces caméras qu'ils arrêtent à filmer au moment que la mémoire est pleine. On se pose aussi la question s'il y a moyen de enregistrer des métadatas. La caméra, il est où et il regarde dans quelle direction. Moi, je me souviens que lors de l'analyse, pendant 1 heure, moi j'ai été là avec les plans et les images caméra et ça m'a pris 1 heure pour déterminer où la caméra était, dans quelle direction il les regardait. Ça m'a appris que c'était impossible pour l'équipe à l'intérieur pour faire leur orientation parfaitement. C'est moi, ça me prend 1 heure pour m'orienter sur base d'un plan et les images. Les gars, ils n'avaient pas de plan, hein. Donc, mais par après, c'est très intéressant d'avoir ces données. Ensuite, on voudrait améliorer les EPI. Donc, on sait qu'il y a un gars qui est fort brûlé aux épaules, à la hanche, peut-être le dos, typiquement les endroits où l'aérie pousse contre notre tenue de feu. Donc, on se pose la question s'il y a moyen d'ajouter un peu de padding à ces endroits-là pour éviter des brûlures ou avoir au moins des brûlures qui sont un peu moins graves. Dernière recommandation, c'est d'indiquer les distances sur le tuyau. Maintenant, il y avait une équipe qui rentrait, qui avait fait 10-15 mètres, mais eux, ils pensaient qu'ils étaient dans une cuisine. Donc, ils ne se rendaient pas compte de la distance qu'ils avaient parcourue. Donc là, une indication de distance sur les tuyaux, ça pourrait améliorer et aider à sécuriser l'intervention. On suggère quelques recherches complémentaires. Un thème qui nous intéresse fondamentalement, c'est la question suivante. Si on a un pompier,
qu'est-ce qu'il sait voir sur l'écran de la caméra thermique et quelles sont les conclusions qu'il peut en déduire. On sait, on réalise qu'on peut voir vachement plus sur l'écran dans des conditions relax, dans un bureau, sans tenue de feu, sans aérie, sans masque, sans stress, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est un pompier accroupi dans la chaleur, dans la fumée, stressé, peut-être un peu de peur. Qu'est-ce que lui sait voir? Et ça, on devrait avoir une évaluation scientifique de ça. À côté de cela, on peut faire une test à échelle réelle pour déterminer si nos conclusions sont justes ou pas. Je voudrais finir par remercier quelques gens. Je veux commencer par Bert Swayson, le commandant de Zuidwest-Limburg. C'est atroce de perdre des collègues, surtout quand on est le chef. Et Bert, il a aidé. Il a mis toutes les données à disposition. C'est une position de vulnérabilité, quoi. Et on veut le remercier pour son aide. Il y a aussi Frederik van der Have, c'est l'officier dans l'organisation qui a fait l'enquête interne, qui a fait pas mal de documentation et qui a partagé tout cela, qui nous a donné un tour du site. Et on a eu des bonnes conversations avec lui. Ça a été un très grand aide qui était là. Ensuite, et à bas de classe et Ruben Maas, deux adjudants qui nous ont aidés avec les interviews, organisation, accueillir des gens et tout ça. Donc, un grand merci à eux aussi. Pas oublier les pompiers même qui ont fait l'interview. Les pompiers même qui ont fait l'interview, pour eux, c'est pas si facile que ça de retourner vers les mémoires qui c'était pas le meilleur jour, quoi, littéralement. Ils ont perdu un copain et c'est dur de retourner dans ces mémoires et expliquer à des gens qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a vécu. Le groupe de réflexion nous a aidés aussi, beaucoup, en posant des questions, en apportant des éléments. Et dernièrement, on voudrait remercier Bart Noyens qui a fait plusieurs diagrammes qui nous ont aidés à expliquer ce qu'on voulait dire. Je voudrais remercier tout le monde pour voir cette présentation. Merci. Amai. Steven is gauw, hè? Amai, ça va mijn rug? Oh, ja. Hey. Hey. Hoe was het? Goed, leuk. Vind je het nog leuk hier? Wij wel. Wij zijn fysiek, hè? Dezelfde bubbel, hè? Dat mag. Ja, dat mag. Amai, goed. Het is nog niet gedaan, hè? Nee. Je kunt nog een workshop volgen. En nog? En lezingen. En studie scoren, ja. Zeg, normaal is het nu het moment dat ik een mondbademing geef. Oké, dan denk ik dat ik wel heel even een koffietje ga drinken. Ja, maar oh. Ja, kom maar.